ça. Hein? Ah, politique. Oui. Éventuellement, tu seras. Ils viendront chanter pour l'Union pacifiste. C'est vraiment sympa. Merci à vous. Hein. Merci. Maurice, tu as connu ce lieu avant que la CNT espagnole. Et qu'est-ce qui s'y passait à ce moment-là? Autrefois, c'était le service civil international qui était là, l'association pacifiste de chantier, dont je suis toujours membre. Ça a été fondé en 1920 après la Grande Guerre. Un an avant, l'Internationale des résistants à la guerre qui s'est créée en 1921. Alors ici, à l'époque, nous faisions des chantiers et c'était surtout l'aide à la réfection d'appartements, peinture, tapisserie chez les petits vieux. C'est pour ça que la grande salle, c'était la peinture, les tapisseries. C'était un entrepôt comme ça et tous les week-ends, nous allions faire ça. Mais bon. Mais sur quel statut vous aviez pour faire ça? Volontaire du service civil international. Oui. Et puis, mais on était quand même aussi un peu le soutien des renvoyeurs de livrets militaires, notamment les copains d'anarchisme et non-violence qui avaient envoyé leurs livrets. On soutenait évidemment des objecteurs. On était plusieurs objecteurs comme moi à être là. Et puis on avait aussi quelques insoumis, portugais, espagnols, qui venaient, qui n'ayant pas de boulot, n'ayant pas de copains, venaient un peu travailler avec nous, mais bénévolement. On leur disait, on les hébergeait, on les nourrissait, mais on ne pouvait pas les payer. Et ils venaient un peu volontairement pour être dans le milieu pacifiste et puis proche des libertaires quand même. Et puis c'était quand même avec l'Union pacifiste a eu notre ancien vraiment, c'était Louis Lecoing qui a fait la grève de la faim pour obtenir le statut des objecteurs de conscience. Et il avait beaucoup soutenu l'Espagne. Il avait créé la SIA en France, donc, avec Nicolas Foncier et tout. Et Louis Lecoing était proche du service civil international aussi, puisque le SCI l'a aidé, et puisque le service civil international s'était proposé pour prendre les objecteurs de conscience en service à la place du service militaire. Et donc c'était une institution qui était reconnue internationalement, et qui était quand même... Une association. Ouais, oui, avec un statut consultatif à l'ONU quand même. On avait une fibre pacifiste très importante. Et puis, donc, du temps où j'y étais, je suis arrivé en 65, quand j'étais moi-même objecteur. J'aurais dû faire 2 ans de prison, mais je ne les ai pas fait à cause de ma colonne vertébrale. C'est pour ça que j'ai fondé, avec quelques copains d'ici, le comité de soutien aux objecteurs de conscience, avec des anciens donc, du service civil, des gens de l'Union pacifiste, du Mouvement international de la réconciliation, enfin vraiment des gens qui avaient soutenu l'objection. Et c'est dans ces locaux rue des Vignoles que nous avons fondé
le comité de soutien aux objecteurs de conscience de Paris. Et on était en contact rapidement avec les groupes d'objecteurs du monde entier, grâce à l'international des résistants à la guerre et au service civil international. Et là, vraiment, pour nous, c'était merveilleux d'être là. Et on était toujours sous couvert du service civil international. Mais ensuite, bon, bah, les locaux ont dû passer à la CNT, ce qui nous a... Pour nous, on était tristes, mais on voulait faire d'autres actions aussi. On voulait faire d'autres actions que ce qu'on faisait, qui était un peu une charité chrétienne, enfin laïque, mais enfin, un peu là. Et quand j'ai vu que c'était la CNT qui avait repris, on a tous été émerveillés parce que nous avons été invités ici pour des débats, pour des chansons. Il n'y a pas eu vraiment de rupture. Mais alors là où ça a été important aussi, c'était juste avant. C'était juste avant cette rupture. Et puis, avant la création du comité de soutien aux objecteurs, fin 68, c'était en mai 68, c'était notre QG en mai 68 ici. D'ailleurs, si tu vois le petit robinet là-bas, à l'entrée, c'est là qu'on se lavait le matin, parce que pendant 2 mois, j'ai habité ici. Ça marque. Et 2 mois, on dormait 2-3 heures par nuit. Il y avait bien sûr, il y avait les manifs, les réunions, il y avait plein de choses. Alors c'était ici un peu dans notre QG. On se retrouvait là, c'était bien. Et on avait tous les lits de camp du chantier, ici, des lits de camp pliants. Et nous les avions emmenés à l'université de Sancier pour les blessés qu'on ramenait là. On avait fait un hôpital de fortune à Sancier et on avait mis nos lits de camp. C'était quelque chose. Et puis on avait les réunions ouvriers, paysans, travailleurs, et ouvriers, paysans, étudiants. Et comme ici nous avions une camionnette qui servait pour nos chantiers, tant qu'on a eu de l'essence, on allait en Bretagne avec la camionnette du SCI, sous couvert du SCI, qui n'était pas vraiment, qui officiellement n'était pas au courant, mais qui fermait bien les yeux. Et on allait en Bretagne, ils nous chargeaient les paysans nous cherchaient des patates, non, on les apportait chez Renault. On les apportait chez Renault pour les grévistes. Alors c'était bien à l'époque, c'est qu'on nous avions coupé les ficelles avec le gouvernement, avec les patrons, avec tout ça. On avait coupé les ficelles et on commençait à s'organiser d'une façon non violente. C'est-à-dire, et ça marchait. Et on préparait l'avenir pour nous. La révolution, c'était prendre des moyens de solidarité conformes à la fin que nous voulions après. C'était ça notre idée. Et tout ça, ça germait ici, tu vois. Pour nous, c'est pour ça que quand je revois ces locaux, on avait cet esprit-là. On pensait à l'avenir. Il fallait construire l'avenir en prenant des moyens conformes à la fin et sans violence. Ça, c'était bien. Ça a dû être une période assez extraordinaire. Oh, c'était merveilleux. On n'a pratiquement pas dormi en mai 68, à part les 3 heures ici, à peu près. Et puis c'était chaleureux. Et puis des fois, alors on allait place Saint-Michel, on discutait. Il y a des gens qui venaient discuter avec nous. On allait 20 mètres plus loin. On recommençait comme ça, et puis jusqu'à Denfert-Rochereau, et puis on remontait, il y avait des groupes de discussion partout. À l'époque, c'était bien. Puis on suivait les manifs et tout. Mais j'ai assisté à des manifs violentes, tout ça c'était dur. Et bon, comme on m'a dit,
On m'a dit alors tu jetais des pavés, sinon je jetais pas de pavés, je ramassais les blessés. Alors comme je travaillais à l'hôpital Tenon à l'époque, on avait pris une fois, sans autorisation de la direction, enfin une ambulance, et on allait au petit matin récupérer les blessés. Oh là là. Et il y en a qui étaient amochés complètement. On me souvient de deux petites Anglaises, je ne savais pas pourquoi elles étaient là, qui étaient complètement amochées et tout. C'était affreux. Alors il y a ceux qu'on pouvait emmener quand même, il fallait absolument aux hôpitaux. Et puis ceux, surtout pour les yeux, qu'on emmenait à notre hôpital de fortune à Sancier, avec les lits du service civil d'ici. Des fois, on me disait, toi qui es en blanc, tu peux décider ce qu'on garde et ce qu'on garde ici et ce qu'on doit emmener à l'hosto. Oui, je me suis fait un an d'infirmier, mais je ne suis pas médecin. Enfin, on m'a dit, il faut décider tout de suite, parce que tout ça. C'était très difficile. Enfin, je l'ai fait parce qu'il n'y avait personne pour le faire. Et alors, quand on ramenait, je me souviens, on ramenait les gens aussi à l'hôpital Tenon. Et alors, une fois, on arrive avec la camionnette, le pont était bouché par le CRS. Alors nous, on dit, mais on prend le boulot à 7h moins le quart, laissez-nous passer. Oh là là, on vérifie vos cartes d'identité. On avait récupéré un gars qui était un peu blessé et tout, mais pas emmené d'urgence à l'hosto. On l'a pris avec nous. Puis les CRS, et lui, il n'avait pas ses papiers. Alors on a réussi, en passant d'un côté à l'autre, ceux qui avaient présenté leurs papiers, on a réussi à le faire passer. D'un côté à l'autre. Alors je lui ai filé mon bonnet, comme ça on ne voyait pas qu'il avait foutu mon bouquet là-bas, qui lui a foutu une veste blanche. Et puis finalement, on a réussi. Il regardait les papiers, il regardait pas plus, on l'a fait passer de l'autre côté. Et puis alors les gars, ils disent, bon ben ça va, vous pouvez monter, sauf les deux infirmières, une belle blonde, une belle brune, on dit celle-là on les garde. Et puis vous pouvez remonter, vous pouvez partir. Ah oui, non, personne ne monte, c'est où tout le monde. Parce qu'il y en a très gentiment, mais qui disent, bon ben on va le machin. Je dis non, on ne peut pas, c'est où tout le monde ou personne. Alors finalement, les gars ont compris et tout. Et puis le gars dit, mais on ne peut pas, on est obligé de vous prendre. On va en prendre et tout ça pour montrer qu'on a fait quelque chose et tout. Je travaille dans le bureau au service du directeur. Si elles ne sont pas là à 7h moins le quart, le directeur appellera et vous aurez des ennuis. De toute façon, on ne partait pas. Je leur avais dit ça comme ça. Alors, ils ont pris peur. Ils ont dit, allez, foutez tous le camp. Alors, je suis monté quand j'étais sûr que les deux infirmières étaient là. Ils étaient montés et puis on est arrivé là. Et alors, il y en a qui ne voulaient pas, évidemment, être fichés à l'époque. Il ne fallait pas être fiché par la police et tout. Alors j'avais deux solutions. C'était bien. Parce que, comme je travaillais à l'accueil, je connaissais tout le monde et tout. On avait les étudiants en médecine qui étaient avec nous. Ceux qui ne voulaient pas, alors je les mettais en service des étudiants en médecine dans leurs locaux où ils font leur nouba et leur bouffe et où ils dorment aussi. Et les étudiants en médecine, ils les accueillaient, ils ont été servis comme des rois. Ils ont été très bien soignés. Et puis il y en a d'autres, je disais, il faut vraiment qu'ils soient hospitalisés comme ça. Bien, j'ai dit, mais il faut qu'il soit là. Mais il m'avait dit, je ne peux pas te ficher. Alors je l'ai mis au secret. Parce que je m'occupais des trucs à la direction, je l'ai mis au secret. Comme les femmes qui voulaient accoucher sous X, etc. Je l'ai mis au secret. Donc tout le monde disait, les flics sont venus une fois. Je lui ai dit, non, on ne connaît pas. Moi qui suis non-violent, qui d'habitude dit la vérité, j'ai dit non.
Non, il n'est pas là, on ne connaît pas. Tout ça, les flics sont partis. Et puis une autre fois, il y a une jeune fille en pleurs qui est arrivée, qui me demande pour lui. Alors, elle avait vraiment, elle était sincère comme tout et tout. Je dis, je ne peux pas la renvoyer comme je renvoie les flics. Alors, j'ai un collègue, bon, tu prends ma place à l'accueil, et puis, enfin, si tu veux bien prendre ma place, parce que j'ai accompagné la fille jusqu'au service, et puis avant, je vais voir le gars. Écoute, jusque-là, j'ai dit à tout le monde que tu n'étais pas là, mais il y a telle fille qui demande à te voir. Hein. Et alors j'ai vu son visage s'illuminer, il m'a dit c'est sympa, c'est la seule personne qu'il fallait laisser passer. Alors, bon, j'avais bien fait le tri, sans le vouloir, quoi. Hein. Donc, mais je suis content, enfin, c'était bien, puis il a été soigné, tout ça. Ça, c'est des moments, surtout à l'époque on le vivait, mais très fortement. On n'avait pas peur dans les manifs, dans tout ça, on avait peur après. Oui, mais pas dans les manifs, quand on réalise ce qu'on a fait. Et puis alors, on se retrouvait là, moi j'allais toujours... Vous vous retrouviez ici après? On se retrouvait ici, et moi j'allais travailler un petit peu à l'hôpital, mais en décalant complètement les horaires, j'allais la nuit et tout. Une fois j'ai été voir comment ça se passait la nuit, parce que je me dis, on est tellement grévistes que s'il y a des accidents, ça n'ira pas. Alors j'avais été dans une salle, il y avait une seule infirmière pour 2 salles de 40. Alors, bon, ben, moi je suis administratif, je ne suis pas infirmier, je ne peux pas t'aider, mais c'est embêtant. Je vais au bâtiment suivant, tu vois les grands bâtiments de l'hôpital Tenon. Et là, il y avait 3 filles pour 2 de 40. Pour 2 salles de 40. Alors je leur dis, je n'ai aucune autorité de la direction, ni des grévistes, même si je suis gréviste, j'étais en blanc quand même. J'ai aucune autorité ni d'un côté ni de l'autre, mais s'il y en a une qui pouvait aider la copine qui est toute seule, ce serait sympa. Ah, bon, c'est bien. C'est bien, c'est ça. Après ça, j'ai rencontré la chef du personnel qui me dit ça va, monsieur Monter? Je dis oui, ça va. Je lui dis, nous sommes du personnel. Il dit, je continue à faire mon travail. Ça se passe comme ça. Alors, je dis, comme vous le voyez, je suis là quand je veux, je suis gréviste quand je veux. Et puis, mais bon, ça se passait très bien. Puis un jour, alors, comment on appelle ça? Il y avait les CRS, mais en moto, à l'époque. Des motards. Alors, les motards, alors, ils appellent, moi j'étais au service de direction. Alors j'appelle, je leur dis, on aurait besoin de 2 moteurs pour une urgence. Entre Tenon et la Salpêtrière et tout, comme ça se faisait d'habitude. Et le gars il me dit non, tous les motards sont pris. Alors moi je leur dis, mais alors vous en avez pour tabasser sur les étudiants et vous n'en avez pas pour nos malades. C'était le chef des motards de Paris. Il était furieux. Et monsieur, je suis le directeur des motards de Paris. Je vais vous faire renvoyer. Comment vous appelez-vous? Alors je lui ai dit Maurice Montet, service hôpital, machin. Je vois le directeur qui arrive, qui vient me voir, et qui me dit, je viens d'avoir un appel du directeur de l'hôpital. Le directeur de l'hôpital est quand même, non, un appel du directeur des motards, il me demande votre licenciement. Carrément. Et puis il me dit, je ne vous sanctionne pas, parce qu'au fond je suis bien d'accord avec vous, mais si vous pouviez
essayer d'être un peu plus aimable avec ces gens-là. On en a besoin, on en aura toujours besoin. Donc essayez d'arrondir un petit peu les angles de ce que vous dites. Mais je ne vous sanctionne pas. Non, ça c'était bien. Je pense qu'il a été très correct. Et puis alors, tout le temps, on se retrouvait là. Moi, je faisais quelques heures à l'hôpital, mais en me déclarant gréviste. Et puis on se retrouvait là. On allait aux réunions à Sancier. Et toi, tu es venu ici à partir de quelle année? 1965. 65. Oui. Bon, là, quand j'étais objecteur, puis je devais faire 2 ans de prison, puis je ne les ai pas faites à cause de ma colonne vertébrale. Ce qui fait que... Parce qu'en tant qu'objecteur, c'était... Non, mais il y avait déjà le statut. Après la grève de Lecoing, il y avait le statut en 63. Et on avait le premier mois de l'année, seulement le premier mois de l'année, pour faire sa demande de statut pour faire un service civil pour toute l'année. Moi, je suis parti tranquillement faire un chantier en Autriche et tout ça. Et puis je rentre, je fais ma demande, j'ai fait une très belle demande qui était acceptée sur le fond, mais pas dans les délais. Puis j'ai été voir Lecoing, j'ai été voir tout ça. Le pasteur Rosaire, et Lecoing et tout, et il m'a dit, mais toi, mais t'es fort clos, quoi. Alors c'était... Mais bon, entre 2 ans de tôle et faire l'armée, je préférais encore les 2 ans de tôle, puis j'ai été réformé. Ce qui fait que j'ai cofondé le comité de soutien aux objecteurs de conscience ici. Et puis ensuite, jusqu'à maintenant, on s'occupe des objecteurs avec le Bureau européen d'objection, avec l'Internationale des résistants à la guerre. On s'occupe tout le temps. Là, actuellement, on soutient les objecteurs turcs. Les Turcs, vraiment, sont très grands. Mais non. À partir de 63, il y a eu le statut d'objecteur de conscience. Oui, mais 21 décembre quand même. Enfin, voté le 21 décembre, passé au journal officiel le 22 décembre 63, oui. Mais après, c'est quoi la différence entre objecteur de conscience et insoumis? Eh bien, les insoumis, ils ont continué à être... Ils refusaient aussi le service civil. C'est la position anarchiste pure, quoi, que je comprends. On les a soutenus tout autant, mais moi j'avais demandé à faire un service civil avec l'objecteur de conscience, faire un service civil avec le service civil international qui avait eu l'agrément à ce moment-là pour prendre des objecteurs. Ça me convenait bien. Mais là, je me suis senti comme volontaire. Mais c'est pour ça que j'ai continué à faire des chantiers volontairement. Ah oui, ça c'était... Tout ça c'était ici. C'est drôle. Là, quand on a commencé les comités de soutien, les gars, il y avait quand même des déserteurs portugais, espagnols. Tout ça c'était ici. Hein. Surtout au Portugal, il y avait la guerre. Il y avait de la guerre, c'est ça, oui. Là, notre ami Pedro qui va chanter, là, il est à l'association des Portugais avec les anciens, des déserteurs et insoumis. C'était gros. Sauf, il n'y avait pas que ceux qui refusaient le service civil, il y avait aussi ceux qui n'avaient pas obtenu le service civil. Comme moi. Comme moi, puisque c'était trop hors délai. Donc ceux qui étaient là, ils se retrouvaient en situation d'insoumission aussi. Puis il y en a un qui a été refusé parce que il était dans les délais, mais il était refusé en disant les généraux sont des vieux cons, j'en ai rien à foutre de vos conneries, ben, ça a été refusé. Mais bon,
Moi, j'avais été plus aimable, n'est-ce pas, avec la formation protestante que j'ai eue avant de passer à l'anarchisme. C'est vrai, quoi. Et puis, il y en a un autre qui avait fait une belle lettre, qui a détourné, mais il n'a pas écrit « Je demande à bénéficier du statut de telle date ». Donc, il se trouvait en situation d'insoumission. Bon, c'était pas très bien. C'était quand même, il fallait être un peu dans les clous quand même. Hein. C'est pour ça qu'en 83, il y avait une nouvelle loi qui était plus souple. C'est là que nous avons été invités, d'ailleurs à Matignon, n'est-ce pas, par M. Mauroy. Ça a été le meilleur. On a été quand même 2 anarchistes à participer, mais très correctement, je leur ai dit qu'il fallait supprimer. On était 30 autour d'une table avec un président civil et un président militaire. Je leur avais dit qu'il faut supprimer la forclusion. La forclusion, on est au bout d'un mois comme ça. À 20 ans, on est en pleine évolution et évolution en fait. Hein. Et puis alors il y a même et puis non, il faut supprimer ça. Alors ça a été parmi les trucs retenus. Et puis il y avait les tribunaux militaires. Alors je dis, vous qui vous dites socialiste, il faut quand même supprimer les tribunaux militaires qui jugent les objecteurs qui n'ont jamais été militaires. Et là j'ai vu un général se tourner vers le civil, comme ça, discrètement, en disant oui, il n'a pas tort. Parce que j'avais dit, ils sont jugés partis. Ah mais ils sont jugés partis. Et même le militaire a dit, il n'a pas tort. C'était quand même l'évolution. Et puis le 31 décembre suivant, suppression des tribunaux militaires. C'est pas à cause de moi. J'aurais pas cette prétention, mais enfin, je pense y avoir contribué un petit peu. Et puis, bon, maintenant, quand on a des objecteurs en Colombie, en Corée du Sud, ça, on se sent toujours mobilisé. Mobilisé comme ça, mais un objecteur en prison me sent encore mobilisé. Et puis, bon, c'est vrai que sans Internet, avec le Bureau européen d'objection de conscience, le service civil international et l'international des résistants à la guerre, j'ai des amis dans le monde entier. Ils vont me dire, mais t'as pas Internet et t'as des amis dans le monde entier. Mais oui, mais on a lutté ensemble, on a milité ensemble, on a fait des manifs, on a bouffé ensemble, on a trinqué ensemble de plusieurs pays. Et puis on a vraiment fait sortir des gars de prison aussi. Et puis on a quand même été invité à l'ONU, au Parlement européen et au Conseil de l'Europe pour les résolutions sur l'objection de conscience, pour la reconnaissance de l'objection. En disant t'es un arme et tu vas dans ces structures. Mais oui, j'y vais puisqu'on est invité et qu'on nous écoute dessus, donc je dis. C'est important, oui. Vous avez une ouverture avec la parole, c'est important. Et ensuite, ils font des résolutions dont on se sert quand il y a des procès, parce que c'est reconnu au niveau international. Alors, il y a des résolutions, bon, ils ne retiennent pas toujours tout ce qu'on a dit, mais au moins une partie. Et alors, moi, je fais partie des anarchistes avec Louis Lecoin qui disent qu'il vaut mieux accepter de les rencontrer, dire ce qu'on pense, plutôt que de laisser les gars en prison. Un des plus beaux jours de ma vie, je dis pas ça aux femmes que j'ai aimées, parce que je n'aime pas que je dise ça, mais c'est quand j'ai témoigné à Athènes pour le procès d'un objecteur. On m'avait dit, il faut absolument que tu viennes pour témoigner et tout. Donc je suis venu à Athènes, j'ai témoigné devant le tribunal militaire d'Athènes. Alors moi je leur dis gentiment, c'est 80 maintenant. Alors je leur dis, non même 80,
début 92, alors je leur dis, vous êtes un des rares pays européens qui n'a pas fait de loi. Il faut que vous voyez les résolutions du Parlement européen, du Conseil de l'Europe, de l'ONU. Il faut que vous donniez un statut d'objecteur. L'objecteur, il ne voulait pas en parler, etc. Et puis alors j'avais un type très bien comme interprète, un grec qui parlait très bien le français, qui avait fait une partie d'études à Paris en français. Il était déjà au comité de soutien aux objecteurs. Et au Bureau européen d'objection, alors il me dit, mais c'est trop légaliste. Je te dis, il souffle ça, c'est trop légaliste. Ce sont des militaires, rentre-leur dans le chou. Alors je dis, oui, il faut que j'en profite pour dire ce que je pense quand même. Puis alors, on sort une tirade, nous ne respectons pas les armées de tous les pays. Alors j'ai vu le président du tribunal général, tout ça, la tête qui se ferme, et je me suis dit, mais le gars pour lequel je viens témoigner, je le refous en tôle en disant ça, parce qu'il était en appel. Alors là, j'ai eu une idée de génie. Je me souvenais un petit peu du ton pastoral que j'avais eu dans les pasteurs de ma jeunesse, mais nous respectons les hommes sous l'uniforme. Ça m'était venu comme ça. Alors là, j'ai vu la tête du président du tribunal qui s'épanouissait, qui me dit « Avez-vous encore quelque chose à ajouter ?» Je vous remercie de m'avoir écouté, C'était le monde des politesses, c'était là. Il m'a répondu, je vous remercie de votre témoignage. Ils sont allés délibérer et ils sont revenus en disant, compte tenu de la pression internationale, du témoignage que nous venons d'entendre et d'Amnesty International qui était intervenu aussi, nous les libérons. Alors là, elle était contente. Et alors, ce qui fait qu'à la sortie de la salle, je me suis pris pour un prêtre ou un pasteur. Tout le monde est venu. Il y avait 200 personnes dans la salle. Ils sont tous venus me serrer la main. Je me souviens de le grand-père qui avait vécu les deux guerres. Je n'avais pas à me défaire de la main. Il m'a parlé en grec, mais j'ai compris en gros ce qu'il voulait me dire, quoi. J'ai compris. Il y a la petite amie du copain, il disait, ben, j'ai attendu déjà pendant 6 mois, mais je vais peut-être pas l'attendre pendant 6 ans. Elle m'a embrassé comme si j'étais son copain. J'en étais gêné, mais elle m'a... Oh, c'était beau, quoi, hein. Alors le soir, le vin résiné a bien coulé les soirs. Hein. Ah oui, donc ça valait le voyage. Moi, c'est des choses dont je me souviens bien. Mais c'est vrai que je ne peux pas toujours en parler, donc merci à toi de connaître, parce que c'est quand même un témoignage assez rare, quoi. Et puis très vrai, parce que je ne peux rien ajouter ni retirer à ce que j'ai fait. Vraiment, on était tous internationaux et nationaux. On était déjà plutôt libertaires, mais on se disait pas carrément anards. Sauf quand, parce que les derniers temps, on a reçu ici, alors quand j'ai vu que j'étais plus protestant, mais j'étais toujours pacifiste et tout, je suis entré avec le petit groupe d'anarchisme et non-violence, autour de la revue Anarchisme et non-violence. Et c'était bien parce qu'on a organisé, nous en tant qu'SCI, on faisait un peu ce qu'on voulait à cette époque-là, c'était juste après. Et on avait accueilli les rencontres d'anarchisme et non-violence ici. Aussi, anarchisme et non-violence, oui. Le groupe autour de la revue se réunissait ici. On s'est réunis 2 fois ici, avec MD, le grand anard de Bruxelles, et Marianne Henkel
du CIRA de Lausanne. Alors là, c'était ici. Bon, c'était bien. C'était dans quelle année ça? Alors, 69, 70, peut-être 71, oui, c'est ces années-là. La CNT espagnole était déjà là. Ah non, ah non. En quelle année Ils n'étaient pas là, ils sont arrivés début 69 ou 70. Non, c'était encore le service civil quand ils sont venus là. DNV était là. C'était encore le service civil. On était un peu chez nous là. Non, et après ça, je pense, quand on a appris que c'était la CNT qui reprenait, quel plaisir. Surtout qu'on a toujours bien travaillé avec la CNT. Hein. On a toujours été en contact. C'est la CNT espagnole qui s'est installée d'abord, non? Au départ, oui. Mais comment ça se fait que vous ne gardez pas les locaux? Ah ben, écoute, c'était une convention avec la mairie. Les locaux appartiennent à la mairie. Donc là, il y avait eu un bail, non pas ensuite, machin, parce que c'était pas 100 ans, mais enfin, il y avait tout un bail là, qui se terminait. En plus, si c'est fin 60... si c'est 31 décembre 68 ou 69. Et après ça, ça a été donc la CNT espagnole, les françaises, et puis il y a toujours le flamenco là. Oh, c'est sympa. Alors là, quand je revenais ici, quand j'étais invité pour un concert ou pour un débat ici, oh, j'étais ému quand même. Hein. Je suis toujours ému quand je reviens là. Et puis quand je vois qu'on fait une fête comme aujourd'hui, avec sur le tract en pavillon pacifiste et le chat de la CNT, tu vois, au bas de la page, ça me fait plaisir. Vraiment. Et Louis Lecoing, notre vieillard pacifiste, on serait bien content. Quand même, le seul homme qui a fait plier le général de Gaulle. Mais après 3 semaines de grève de la faim, 74 ans, je n'aurais pas cette force-là. Bon, oui. Et un jour, bon, je ne sais pas si je dois le dire, mais c'est pas modeste, alors j'hésite. Un jour, le coin m'appelle à l'hôpital et il me dit, Monté, il faut que tu viennes. Il s'appelait Pardon, non. Il faut que tu viennes me voir. Alors je lui dis, oui, je quitte mon service à 5 heures, je ne serai pas là avant 6h moins le quart. Il me dit, bon, ben, je t'attends. Puis Marie, il me dit, je suis trop vieux pour m'occuper de l'objection, tu vas prendre ma succession. Quelle douce. Je lui dis, mais j'ai pas ta force, j'ai pas ta personnalité, je peux pas voir ça. Alors, il me dit, mais tu dois déplacer des foules dans la rue, comme j'ai fait pour Sacco et Bonzetti. Tu dois remplir la salle de la mutualité, comme j'ai fait avant le statut et tout ça. Alors, tu sais, quand il y a un objecteur en procès, on fait une manif, on est 20 ou 30, on est embarqué, on fait des conférences, mais si on arrive à 50 personnes, ah, tout ça. Je ferai ce que je pourrais. Mais et alors évidemment, personne n'a pu succéder à Lecoing. On n'a jamais pu faire ceci m'a demandé, mais on a pris cette succession à plusieurs, avec des copains, c'était toujours les objecteurs maintenant. Mais l'époque n'est pas aussi forte, parce qu'il n'y en a pas en prison, etc. Puis on n'a pas la force de Lecoing. Ah bon, je m'excuse, hein, c'est pas très... ça fait un peu prétentieux de rappeler ça. Mais ça m'a tellement marqué que bon, je n'ai pas oublié. Et puis, bon, en tout cas, je sais que je ne l'ai pas trahi. Je n'ai pas fait ce qu'il a fait, mais on a continué quand même ce qu'il fallait faire à plusieurs. Ça, quand on a fondé le comité Louis Lecoing pour soutenir le Bureau européen d'objection,
J'ai demandé à la fille de Louis Lecoing, qui est vraiment une amie super, qui m'a donné son accord. Ah oui. Ouais, vraiment, je ne sais pas si je devrais dire tout ça, mais je le ressens fortement. Moi, je me sens vraiment très petit à côté des grands que j'ai connus. Tu vois, j'ai connu Louis Lecoing. J'ai même serré la main de Martin Luther King une fois. Il y avait un meeting pour Martin Luther King. Et puis moi, j'étais dans la salle et puis il y avait quelques personnes autour de moi, un petit groupe autour de moi, je ne sais pas, puis lui il arrive, il serre la main, qui devait être enfin certainement des protestants pacifistes, peut-être du mouvement international de la réconciliation, que je ne connaissais pas encore. Et puis moi j'étais à côté, la main. Moi, je l'ai accepté volontiers, mais je n'étais pas du groupe, ils ne me connaissaient pas. Mais j'ai accepté volontiers, j'étais content. C'est vrai. J'ai été hébergé en Inde par les fils des secrétaires de Gandhi. C'est quand même... C'est une chance. C'est une chance. Quand j'ai envoyé mon livret militaire, je vais passer en procès. Jean Rostand m'avait dit... Et il voulait bien témoigner avec Théodore Monod. Théodore Monod, finalement, ils n'ont pas fait de procès. Mais celui-là, il est trop... Il va y avoir Jean Rostand, Théodore Monod, le pasteur Rosaire, des gens... On va se ridiculiser, c'est pas... Ben oui, mais j'ai eu de la chance. Parce que vraiment, j'ai été aidé par ces anciens. Quand il y avait un gars en prison, je me dis, c'est pas juste, j'aurais dû y être, pourquoi est-ce que lui y est, pas moi? Ça m'a marqué toute ma vie, ça. C'était pas juste. Tout ça à cause d'une colonne vertébrale qui est tordue. Mais c'est pour ça que je reconnais, hein. C'est d'abord mes idées, mais ensuite, ce sentiment un peu d'injustice que j'ai eu. J'ai essayé de réparer vis-à-vis des autres. Alors, je reconnais, hein, je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais ça joue là-dedans quand même. Et oui. Je me souviens, on se retrouvait une fois après les manifs. On dormait quoi, 2 heures ici, 2-3 heures. Mais on n'était pas fatigués, j'étais passionné. Mais heureusement qu'on avait un local. Parce que les gens qui étaient isolés, c'était pas drôle, quoi, hein. C'était pénible. Tandis que nous, on avait notre local. On avait même un petit restaurant où on allait bien bouffer quand même, hein, même en 68, hein, on bouffait bien, on buvait bien, sans abus, on n'a jamais trop bu, on était bien, enfin, on avait quand même bien un petit tonneau de Côte-du-Rhône, hein, et on vivait bien, et puis pour beaucoup, on est resté amis toute notre vie, hein. Toute notre vie, ça. Qui était là au Vignol aussi, hein, à cette époque. Il n'était pas revenu là depuis. Oui. Et 69. Oui, ça m'amuse de retrouver tout ça. Bon, moi, ça n'a pas perdu. Merci à vous, hein, parce que c'est vraiment sympa. Ouais, qu'on a fait avancer les choses quand même. Hein. Et puis, plus j'y pense, plus je suis anarchiste, je me sens anarchiste non violent. Ce qui ne veut pas dire que je condamne les anarchistes qui ne sont pas non violents ou les non violents qui ne sont pas anarchistes. Mais pour moi, c'est une cohérence sur la société future vers laquelle nous voulons aller et prendre toujours des moyens qui soient cohérents. C'est quand même un peu ce que disait Tolstoï aussi. Hein. Tolstoï c'était resté plus ou moins chrétien, mais plus proche de l'anarchisme sur sa fin. Mais ça paraît encore un peu farfelu pour certains. Ça fait rien. Je peux vous offrir à boire un coup? T'as soif peut-être? Ça va?
Bien d'aider, comme l'aider aussi pour les gamins de le coin et pour les objecteurs de conscience. Mais... Ah non, non, je ne chante pas aujourd'hui. Mais il fut un temps où j'avais une voix de centaure. Et on chantait c'est à travers de larges grilles. Alors merci à tous nos chanteurs, nos chanteuses. Notre ami Pedro est aussi un cinéaste, puisqu'il vient de réaliser un film sur le Dominique Grange, une chanteuse militante que bien certainement beaucoup d'entre vous ont connue, ont eu l'honneur d'entendre. Vous pourrez demander à l'Union pacifiste si vous pouvez le joindre. Je vous invite à ceux qui n'ont pas encore fait à prendre connaissance de toutes les affiches de notre ami Jojo, qui est un des deux grands collectionneurs d'affiches de France, d'affiches militantes, bien sûr, hein, d'affiches militantes, donc ça c'est important. Je vous invite à faire honneur au stand de la CNT, bien sûr, et stand de l'Union pacifiste. Vous pourrez d'ailleurs trouver quelques affiches. Vous pourrez y trouver aussi le livre qui vient de sortir de notre ami Pierre Martial sur la résistance en grande partie non violente qui se passe en Birmanie. Ça c'est intéressant et c'est d'actualité. Et s'il y a d'autres guerres, bien sûr, d'autres oppressions militaires qui nous intéressent maintenant, il ne faut pas oublier aussi celles qui sont récentes mais qui ne sont pas terminées. Et puis je vous invite aussi à faire honneur au bar et puis au petit dîner, un petit repas qui n'est pas des grands restaurants, mais qui est quelque chose de bon, de sympathique. Et puis ensuite, nous avons, après cet entracte, nous aurons les chanteurs-livreurs et nous terminerons cette soirée et cette belle journée en soutien à l'Union pacifiste. Et nous vous en remercions beaucoup pour être venus et pour nous avoir apporté ce soutien qui fait chaud au cœur, surtout dans une période où les guerres sont toujours présentes, malheureusement, et nous ne baissons pas les bras. Merci à vous. Merci beaucoup.